L'effondrement. L'effondrement de la civilisation occidentale. Euh, je, je, bon, pour l'instant, c'est quelque chose que je développe pas tout à fait parce que j'ai pas fini le bouquin. J'étais en train de faire un bouquin qui s'appelait L'effondrement avant, pendant et après. Titre provisoire, je vais peut-être apporter quelques modifications. Euh, mais et puis là, le bouquin était quasiment fini, que les autres couillons décident d'aller déclencher l'enfer au Moyen-Orient, ou enfin en Iran, les trois d'Ormuz et tout et tout. Alors d'abord c'est très contrariant parce que il faut que je revienne sur mon bouquin et tout ça. Et alors ça c'est le côté très égoïste de la chose. Bon alors il y avait une connerie à faire, ils l'ont faite. Monsieur Tangerine Man, le Trump, le gros con, de service, méchant en plus, pédophile, enfin toutes les qualités. Et Netanyahou qui lui est recherché par la Cour pénale internationale et, et lui c'est la tôle. Donc il faut qu'il continue la guerre. Voilà. Hein, ces deux crétins ont, parce que c'est des crétins, je suis désolé, hein, ont décidé de, voilà, pour des raisons personnelles, Trump, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, si, j'ai vu, j'ai dû dire ça dans la dernière vidéo, je crois. Il expliquait que c'était parce qu'il a eu une intuition. Il s'est dit, ah là là, on discute avec eux du nucléaire et tout, et ils sont pas francs, ils nous préparent un sale coup, donc on va taper les premiers. Une intuition. Il est peut-être mal dormi. Ou il est peut-être mal. Bon, bref, il a peut-être des problèmes avec l'affaire Epstein et tout ça, où il est jusqu'au cou dans l'histoire. Donc, il faut trouver une diversion pour occuper les esprits et les journaux et les commentateurs de journaux possédés par des milliardaires. Donc les journalistes sont très bien payés et ils tiennent à leur place. Et donc si on leur dit de dire faut dire ça et pas ça, et ben ils vont dire ça et pas ça. Voilà. Donc ces deux imbéciles, en déclenchant ça, ils s'étaient dit bon l'Iran, on y va nous avec nos puissants machins, on a des missiles, on a des trucs qui sont un peu beaucoup plus puissants que tout ce qui existe. Vous allez voir, ça va être vite torché. Hein. C'était comme Poutine quand il a voulu envahir l'Ukraine. Lui, en 3 jours, je suis à Kiev. Bon. Bah non. Hein, bah non. Parce que les Iraniens, qui sont loin d'être des imbéciles, même s'ils ont des ayatollahs et tout ça, et ça, c'est pas nos mœurs à nous, mais c'est les leurs. Tout le monde ne pense pas de la même manière, et à force de nous fréquenter et de voir que nous, les Occidentaux, on ne tient jamais nos paroles, on ne tient jamais nos engagements, on est menteurs, on est voleurs, et en plus, on donne des leçons de morale et
de, de vie à tout le monde, hein, en disant que c'est nous les meilleurs, et bien sûr, c'est nous qui on est blancs. Alors les Iraniens sont pas vraiment noirs, mais voilà. Mais ils sont un petit peu plus bronzés, alors donc ils sont en dessous. Voilà. Hein, ça c'est le raisonnement occidental qui évidemment est en train de produire des effets qui n'étaient pas prévus du tout. Parce que là, en ce moment, ce qu'on peut dire, c'est que alors d'abord, ils ont couillonné les Américains et les Israéliens d'une manière formidable. Ils savaient que les Américains et les Israéliens allaient attaquer en force la brutalité, les machins à 3, mais les missiles à 3 millions de dollars, tout ça, bon. Oh oui, ok. Donc ils ont mis ils ont construit des leurres, hein, ils ont ressorti des vieux avions qui marchaient plus, ils les ont mis sur des aéroports, ils ont fait des hangars qui étaient vides, et tout et tout. Donc les autres, ils ont bombardé tout ça. On y va, on détruit leur aviation. Donc tous les bateaux, toutes les frégates, et tous les machins qui peuvent être utiles pour la guerre, ils étaient bien planqués dans des endroits qu'eux pouvaient pas détecter avec leurs gros moyens de grosses brutes. Et, et, et puis ils les ont noyés de drones avec des trucs à fragmentation. Ce qui fait qu'il y avait des machins qui arrivaient, qui étaient signalés par les radars. Ils voyaient des trucs qui arrivaient dans tous les sens. Ils envoyaient des bombes, des missiles à 3 millions de dollars par là, 3 millions de dollars par là. Ben, bon, bon, bah, bah, bah. Puis maintenant, ils ont plus de munitions. Ils ont plus de munitions. Le porte-avions Lincoln qui est obligé de partir et tout. Et puis, c'est pas fini. Hein. Ils ont fait, évidemment, obtenu l'inverse de ce qu'ils voulaient. Ils s'étaient dit, nous, on tue le chef de l'État et tout s'écroule. Bon, bah, ils ont tué le chef de l'État, oui, ça c'est pas un problème. De toute façon, il avait 86 ans. Et, et mourir en martyr en plein ramadan, en plus, ça ne le dérangeait pas vraiment. C'était le paradis assuré, le martyr et tout et tout. Et en plus, ça ne plaît pas aux sunnites, parce que ça concerne les chiites, mais ça, les sunnites des autres pays, qui tuent les chiites, c'est pas trop grave, mais en plein ramadan, non. Hein, c'est sérieux ça. Sérieux ces choses-là. Et donc, et en plus, les Américains qui avaient des bases un peu partout, dans tous les Émirats et tout, qui leur faisaient payer très cher, une protection invincible, dôme de fer et tout, paf eh ben ça marche pas. Hein, parce que ils leur envoient des drones à 20 ou 30 000 euros qui sont pas forcément dangereux, simplement c'est des leurs. Et pour chaque drone, ils sont le principe du dôme de fer, c'est qu'on envoie 2 missiles en même temps. À 3 millions de dollars chacun. Ça fait 6 millions. Pour un truc à 30 000 euros, qui est pas dangereux. Hein, et puis au bout d'un moment, tes missiles, t'en as plus. Et alors là, tu peux sortir tes trucs dangereux. Et celui qui est en face, il sort les trucs dangereux, puisqu'il sait qu'il va pouvoir y aller. Bon, alors, évidemment, c'est pas simple, etc. Mais ils ont réussi à souder tout le monde derrière. Tous les Iraniens sont soudés. Tous les sympathisants iraniens, donc le Hezbollah et tout ça, sont le Yémen et autres,
sont soudés aussi. Et puis les autres musulmans, donc les sunnites, même s'ils n'aiment pas trop les chiites, et eux aussi, en tant que musulmans, ils disent attention là, c'est tous les musulmans que vous attaquez. Puis en plein ramadan, je dis ça se fait pas. Ça se fait pas, mais alors pas du tout. Ça c'est mon chat. Bon. Alors bon, les trois d'Ormuz bloqués, le pétrole qui est parti pour grimper, ça va nous coûter la peau des fesses de faire le plein d'essence. Le gaz, n'en parlons pas. Et tout ce qui sert, tout ce qui a tout ce qu'on fabrique et dont on a besoin pour dans tous les jours, et qui a besoin de pétrole et de gaz, eh ben, les prix vont grimper. Bon, alors les Chinois vont se débrouiller de leur côté pour pouvoir... mais c'est fini la domination occidentale. Et en tout cas, celle où là c'est fini, archi fini et grillé et archi grillé, c'est les Usiens, ce qu'on appelle les Américains. Mais quand tu dis ça à un Canadien, il te regarde de travers, il dit moi. Hein, je suis américain. Bon. Donc les Trump et autres, tous ceux qui ont dominé le monde, les MAGA et tout, qui veulent continuer de dominer le monde, eh ben c'est fini. Hein, là, c'est en train de se terminer. Bon, c'est pas fait, ça va prendre un certain temps, mais c'est cuit et en politique intérieure américaine, c'est pas gagné pour eux. Pour Trump, c'est pas gagné du tout. Et pour les autres, c'est pas beaucoup mieux parce que les démocrates, ils veulent pas beaucoup mieux non plus. On dit que c'est la gauche américaine. Moi, j'en connais qu'un qui est de gauche là-bas, c'est Bernie Sanders. Un peu un équivalent pas de Mélenchon, mais d'un type de gauche, quoi. Voilà, de chez nous. Bon, alors tout ça nous amène à quoi? Ça nous amène à avoir un monde qui va être complètement différent de ce qu'on a connu au XXe siècle et puis avant. Et puis le XXe siècle, moi je connais un peu puisque je suis né en 47 en même temps que l'Inde. Namasté. Et donc, c'est la fin de la domination occidentale qui est en train de se préparer, avec pendant ce temps-là une planète qui continue de se réchauffer. Alors là, ça se réchauffe encore plus parce que les explosions de missiles et tout, ça n'arrange pas les choses. J'imagine que le bilan carbone, il doit pas être triste. Donc il y a ça, il y a et puis il y a l'autre résultat, c'est que maintenant tout le monde va nous détester. C'est déjà le cas, je pense, mais là ça va être franchement de la bonne vieille haine qui est bien méritée parce que même si les gens savent faire la différence entre les individus et les États, ils ont souvent plus affaire aux États qu'aux individus. Donc, on a obtenu ce qu'on a mérité. Hein, on s'est conduit comme des salauds, et ben voilà. On l'a cherché, on l'a obtenu. Et on l'a fait quand même pendant quelques siècles.
en se conduisant vraiment. J'ai eu l'occasion dans le temps, de voyager pas mal en Afrique et en Inde, et de discuter avec des vieux qui avaient bien connu. C'était en 69 que j'ai commencé, euh, en Afrique en tout cas. Qui eux avaient connu toute la période coloniale. Bon, en 69, ils étaient indépendants depuis quelques années, puisque de Gaulle, quand il a décolonisé, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Hein. C'était la décolonisation, parce que sinon il y avait la guerre d'Algérie qui bouffait qui avait quand même, qui causait quand même beaucoup de victimes. Moi j'ai échappé parce que j'étais un peu plus jeune, mais ceux qui avaient 3-4 ans de plus que moi, eux, ils y allaient. Ils y allaient, et puis ils y allaient pour 2 ans. Et des appelés, et qui eux, ils n'avaient rien contre l'Algérie, mais ils étaient obligés d'y aller. Et puis ça a été saignant. Donc De Gaulle, quand il a senti que avec l'Algérie déjà, ça c'était un merdier terrible, et puis politiquement en France, c'était quand même, ça devenait chaud. Hein. Je me souviens des inscriptions à la peinture. Il n'y avait pas de bombage à l'époque, puisqu'on n'a pas encore inventé ça, mais c'était fait au pinceau. Je me rappelle à Saint-Brieuc, par exemple, sur les murs, un peu partout, c'était paix en Algérie, paix en Algérie, paix en Algérie. Les gens en avaient ras-le-bol. Hein. Et, et la gauche française, avec Mitterrand, alors que, bon, d'accord, Mitterrand n'était pas de gauche, mais eux, ils y allaient, et qu'il fallait continuer, c'est la France, l'Empire. Ah. Donc, ça va se terminer comme ça, enfin se terminer, ça va continuer comme ça, avec donc une planète qui continue de se réchauffer, avec des glaciers qui fondent encore plus vite que prévu, parce qu'à chaque fois, c'est toujours, à chaque fois qu'on a une étude, il y a, oh tiens, ça va plus vite que prévu, ah merde, ah oui, bah oui, hein, on peut le dire. Ouais. Le niveau de la mer qui monte, euh, les, c'est que le début. Hein. C'est que le début, mais ça commence à devenir important. Donc, les hommes s'en mêlent. Est-ce qu'ils vont utiliser le nucléaire ou pas? Probablement oui. Hein. Oui, parce que ces imbéciles-là, sur les deux, il y en a bien un qui va se dire une intuition. Allez, je balance une bombe nucléaire à tout hasard, on verra ce que ça donne. Et oui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Créer des réseaux de solidarité entre nous, sans chef. J'insiste là-dessus, c'est la pire des catastrophes qu'on puisse obtenir, c'est d'avoir un chef. Ce qu'on fait là avec nos élections, c'est d'une débilité. Alors je ne veux plus, voilà, c'est terminé. La dernière fois, c'était pour empêcher les nazis d'être majoritaires au Parlement. Bon, ils sont pas majoritaires, mais c'est quand même eux qui font la loi. Alors, donc, moi, j'ai fini, je vais terminer, ça sert à rien. Et
Et puis en plus, ce système électoral, ça fait sortir du bois des types qui ont un ego démesuré, des gens qui sont persuadés d'être des génies, d'être intelligents, des Retailleau, des Vauquier, des Mélenchon, des machins. Non, hein, non. Ils pensent qu'à eux, ces gens-là. Ils pensent qu'à eux et ils sont persuadés d'être vraiment des mecs bien. Et les femmes aussi, hein. Quand il y en a moins, mais celles qui s'y mettent aussi, c'est pareil. Voilà. Donc, pas de chef. Il va falloir s'organiser avec les voisins, avec les affinités ou des associations qui existent déjà ou qui sont en formation, qu'on se mette bien dans le crâne qu'on ne s'en sortira pas. Nous, on s'en sortira pas parce qu'on viendra nous aider. Il ne faut pas compter dessus. Hein. Personne ne nous aidera. Et ce sera à nous de nous aider nous-mêmes pour traverser la période difficile et qui va être longue. Hein, qui va être longue, ça va prendre plusieurs générations quand même. Parce que tout va être détruit. Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus rien. Et puis tout géographiquement, avec la montée des eaux, tout va être chamboulé. Ça va être terrible. Bon, donc des réseaux sans chef, on ne parle jamais de politique ni de religion. Hein, ça, c'est les deux sujets. On écarte d'office parce que c'est ça qui crée des trucs, les idéologies totalement. Enfin, bref, c'est à partir de là qu'on s'entretue pour des idées. Et comme disait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, oh ben non plus. De mort lente, il vaut mieux que ce soit rapide. Alors, donc pas de chef, surtout pas de chef. Fini cette époque-là. Il y a eu un modèle de civilisation dont je parle sur une autre chaîne, hein, qui était la civilisation des 7 rivières. C'était la seule, pas la seule, parce qu'il y en a quelques autres, mais c'était des petites les autres. Là, c'était un truc qui était grand comme 2 fois la France, en surface, pour population, puisqu'à l'époque, on estimait la population à 5 millions d'individus pour un territoire grand comme 2 fois la France, mais c'était, pour l'époque, très peuplé par rapport aux autres. Et ça, c'était il y a 4000 ans, un peu plus de 4000 ans. Ça, et on le découvre en découvrant le Rig Veda, que j'ai traduit. Donc, ça m'a pris 6 ans. J'ai fait la traduction du Rig Veda. Et en le traduisant, je me disais, je faisais le lien avec l'archéologie et puis tout ce que je pouvais trouver comme info concernant ce secteur-là et cette époque-là. Et oui, mais alors de toutes les grandes civilisations, hein, qui se sont arrêtées, parce qu'elles sont toutes arrêtées, hein. Il n'y a pas une seule exception. Pratiquement toutes les
les grandes civilisations se sont arrêtées dans la violence avec des massacres et tout, des guerres, des famines et des machins, sauf celle-là. Ça s'est passé en douceur. Alors, et ça continue. Hein, ça continue puisqu'ils ont... bon, ça a changé parce que pour des histoires de rituels, etc. Mais ça, il faut suivre mes vidéos sur l'autre chaîne. Ouais, ça a changé, mais enfin l'esprit est resté le même. Et puis bon, bah, ça donne l'Inde d'aujourd'hui, qui est pas, enfin, qui est pas l'idéal selon nos critères. Bon, c'est nous qui avons créé le nationalisme indien. Ben oui, quand on fait des conneries, nous, on les fait bien, on en fait même beaucoup. En 1947. C'était prévu déjà depuis un moment, mais quand les Anglais ont été obligés de partir parce que les Indiens les ont foutus dehors, pacifiquement. Bon, alors, il faut Gandhi et tout, mais il fallait déjà avoir la force morale de le faire. Et aussi accepter de se prendre des coups dans la gueule parce que ceux qui étaient en face, eux, ils n'étaient pas non violents. Donc, t'avais des masses de gens qui arrivaient et qui se prenaient des coups de matraque. C'était pas des matraques, hein, c'est des gourdins, disons, les flics indiens. Oui, des gourdins. Comme ici, ce seraient des manches de pioche. Ouais. Et donc, ils ont réussi à foutre les Anglais dehors. Mais en foutant les Anglais dehors, ils ont créé l'État indien, qui n'existait pas. C'était un concept qui n'existait pas. Il y avait plein de petits États, il y avait plein de petits, même des sultanats, puisqu'il y a eu quand même une occupation musulmane qui a duré près d'un millénaire. Hein, faut quand même pas oublier ça. Donc ceci explique cela. Hein. Quand on dit ouais, les nationalistes indiens s'en prennent aux musulmans, oui, ça c'est vrai. Mais les nationalistes indiens, c'est nous qui les avons créés, et les musulmans, ils ont occupé ils ont colonisé le nord de l'Inde pendant près d'un millénaire. Donc, qu'il y ait des rancœurs derrière, c'est pas tellement étonnant, parce que c'était du genre il y avait un temple dédié à tel dieu, à tel endroit, crac, on le rase et on construit une mosquée par-dessus. Alors maintenant, c'est l'inverse. Il dit, il y a une mosquée qui avait été construite sur le temple, on rase et on reconstruit. Alors évidemment, ça fait des histoires. Et de temps en temps, les non-violents deviennent très violents. Et ça fait des massacres. Bon, vous allez me dire, ils sont 1,5 milliard, ils peuvent se permettre. Mais bon, si ça pouvait... un peu d'intelligence ne nuirait pas. Surtout que je regardais ce matin dans la presse, il y a un des ministres indiens qui a dit un truc, ou je sais pas quoi. Ah oui, ils hébergent des bateaux iraniens, musulmans, tiens, chiites, qui avaient pris qui avaient été plus ou moins touchés pendant les premiers jours de la guerre.
Son nom, c'est Subramaniam, voilà, Subramaniam Jaishankar. Et quand j'ai vu ça, je dis, oh, Jai Shankar, ça veut dire victoire à Shiva. C'était quand je fréquentais les sadhus et que je vivais comme eux, c'était ma petite phrase qui passait partout pour dire bonjour, pour dire merci, pour dire tout ce qu'on veut, Jai Shankar. Et puis tout le monde répondait Jai Shankar et tout le monde était content. Même ceux qui ne priaient pas Shiva, moi je priais pas Shiva non plus, je lui rendais hommage bien souvent. Et Subramaniam, donc c'est au vocatif, ça veut dire celui qui va, celui qui va au Brahman, bien. Un sou, c'est bon, excellent. Brahmana, ça peut vouloir dire la caste des brahmanes, mais ça peut être aussi le brahman de la spiritualité. Et Ya, c'est celui qui y va. Et comme c'est au vocatif, on a rajouté la déclinaison, le M. Donc, enfin, bon les gars, vous avez soyez un peu plus sympa avec les musulmans et c'est votre intérêt. Hein. Parce que vous dire, parce qu'il y en a beaucoup parmi eux, parmi les dirigeants indiens, à tenir absolument à leur histoire d'invasion aryenne, parce qu'ils se disent, nous, on est les brahmanes, donc on est des descendants des Aryens qui sont venus apporter aux sauvages leur magnifique intelligence. Ouais, oui, mais non. Hein. Non, c'est pas marqué dans le Rig Veda, ni part, il n'y a aucune trace, il n'y a pas, même pas en archéologie, il n'y a rien. Donc les gars, vous faites fausse route et lisez plutôt le Rig Veda que les lois de Manu, parce que vous déconnez et ça va vous péter à la gueule. Ou alors, vous rejoignez le Sud global, parce que à vouloir rester avec nous, parce qu'ils disent on se met du côté des Occidentaux parce qu'ils tapent sur les musulmans, c'est pas du tout un bon plan. Hein. C'est pas du tout une bonne idée. Donc là, je crois qu'ils sont en train de changer la vie. Là. Ils sont en train de se dire, en fait, on a peut-être tort. Bon, on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, pour nous, il vaut mieux pour l'instant être en Bretagne, même si on n'est pas loin du fameux de l'île Longue, là où il y a tous les sous-marins et où l'autre couillon de président là est allé faire aller frimer avec ses rafales et ses avions pour aller en foutre plein la vue à qui il pouvait. Voilà. Bon, ouais, j'arrête là. Bon, on va voir la suite parce qu'après, une fois que tout ça va que tout ça va se calmer, parce qu'au bout d'un moment, tout ça se calme, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir faire pour avoir un monde meilleur, en tenant compte de ce qu'on a appris de nos conneries, et puis aussi de ce qui s'est passé dans le temps et qu'on n'a pas suivi. Donc la prochaine fois, peut-être, je vous en parlerai, je sais pas, je prépare rien, moi. C'est de l'improvisation totale et complète. Ça doit se sentir d'ailleurs. Allez, salut à tous, Calavo dans l'eau, et bon effondrement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Attends, on va voir. Allez, Calavo.